Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi partout au Sénégal, c'est l'heure du grand journal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. Souleymane Niang. À la une, échange de tirs entre une patrouille de l'armée et un groupe d'hommes armés dans le secteur de Djibidjon. En Casamance, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée parle d'incidents mineurs dans le cadre normal de la lutte contre les trafics illicites. Par ailleurs, l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées signataires de l'accord du dépôt des armes déplore la multiplication des incidents dans le processus de paix. Vous entendrez notre correspondant à Ziguinchor à ce sujet. Également au sommaire, la suite de l'audition d'anciens ministres devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice devant les juges d'instruction ce jeudi. L'ex-ministre de l'Industrie, Moustapha Diop. La Cour suprême qui annule le décret portant donc nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome. Vous entendrez l'un des deux plaignants qui avait introduit le recours devant la Cour suprême, Maître Abdoulaye Tine, dans ce journal. Et puis nous évoquerons les préparatifs de la Tabaski et plus précisément le marché des moutons. Quelques 26 000 bêtes sont parties de Linguère vers d'autres localités. En Ngoundiane, les éleveurs cherchent désespérément des clients. Et puis notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation sécuritaire en Casamance avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde, Aliou Ba. Souleymane Niang. D'abord, la réaction de la direction de l'information et des relations publiques des armées après l'incident survenu hier à Djibidjon en zone militaire numéro 5. L'armée qui, dans ce communiqué, donc, nous dit que ce mercredi 21 mai, des militaires en patrouille dans le secteur de Djibidjon ont surpris deux individus armés qui ont pris la fuite après un bref échange de tirs. Cet incident, nous dit la DIRPA, cet incident mineur qui rentre dans le cadre normal de la lutte contre les trafics illicites, notamment la culture du chanvre indien, n'a fait aucun blessé. Les patrouilles de sécurisation se poursuivent dans la zone, conclut ce poste de la DIRPA. Casamance, l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées signataires de l'accord de dépôt des armes déplore la multiplication des incidents dans le processus de paix. Pour le cas spécifique de Djibidjon survenu hier, le coordonnateur de l'IRAPA annonce qu'il faut des stratégies bien réfléchies pour ne pas compromettre les acquis dans le processus de paix. Lamine Koli estime qu'il faut, dans les meilleurs délais, établir le contact avec les ravisseurs du soldat porté disparu. Lamine Ba. Elle a joué un rôle de facilitateur dans la conclusion de l'accord de dépôt des armes au sein de la faction de Djakaï. Toutefois, l'initiative de réunification des ailes politiques et armées reste sensible au récent développement du processus de paix, notamment le dernier en date, l'échange de tirs entre l'armée et des éléments armés à Djibidjon. Selon Lamine Koli, coordinateur de l'IRAPA, les différentes parties doivent œuvrer à éviter que l'épisode du soldat porté disparu ne remette en cause les acquis enregistrés dans la gestion du dossier. Bon, si les gens ne font pas attention, ça peut mettre en cause ce que les gens ont consommé. Je pense que aujourd'hui, je pense que c'est de consolider et non de mettre cela en cause. Maintenant, les deux parties, je pense que ça fait confiance que les populations sont fatiguées et ils ne veulent plus de violence, ils ne veulent plus de guerre. Donc, je pense que la Casamance a besoin de paix. Celui qui s'est particulièrement illustré dans la conduite du processus et en conduite à l'accord de dépôt des armes a révélé que la structure qu'il dirige ne reste pas passive face à cette situation. Les gens sont en train de travailler à la base pour que le soldat là puisse être libéré. Nous sommes en train de travailler par notre expérience qu'on a sur le terrain. Et les connaissances aussi qu'on a, on est en train de les exploiter pour pouvoir savoir exactement où il est et qui négocier avec. Et on a espoir qu'il sera libéré, Inch'Allah. Lamine Koli préconise d'établir un contact avec les ravisseurs du soldat afin de trouver une issue favorable à cette affaire. En tout cas, si j'ai conseil, c'est d'accélérer la consultation des parts et d'autres, de voir
les interlocuteurs ou bien les personnes de ressources qui pourront vraiment contacter les porteurs d'armes pour parler avec eux de continuer la même. Moi, c'est le seul conseil que j'ai. Depuis l'attaque de Djignaki, suivie de la disparition du soldat, plusieurs incidents ont été enregistrés dans le sud du pays. Les acteurs impliqués dans le processus de paix tirent la sonnette d'alarme et appellent à davantage de prudence. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Venons-en maintenant au meurtre de Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste de Arafat dans le district sanitaire de Koungheul. Le SAMES, indigné, estime que c'est un acte qui constitue une grave atteinte à la sécurité des agents de santé. Le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal appelle l'État à plus se préoccuper de la sécurité des agents de santé. Le docteur Diabel Dramé avec Awambaye. On a appris hier le décès par meurtre d'un de nos concitoyens, en l'occurrence M. Mamadou Samba Diallo, qui était l'infirmier chef de poste de santé de Arafat dans le district sanitaire de Koungheul. On a jugé que ça constitue une grave atteinte à la sécurité des agents. Et c'est en ce sens que le SAMES exprime sa vive indignation face à ce que l'on qualifie d'un acte odieux. Les agents de santé, de façon générale, médecins, paramédicaux, ils sont exposés. Oui, bien sûr, c'est pas la première fois et on a eu à chaque fois que ces actes sont commis à les dénoncer. La dernière situation en date, en tout cas, de 6 mois derrière nous, c'était au niveau de l'hôpital de Richard Toll où on a attaqué le service des urgences. À l'époque également, on avait fait la même dénonciation, mais également engager l'autorité devant ses responsabilités par rapport à cette situation, parce que c'est l'autorité, l'État du Sénégal, qui doit assurer la sécurité de ses agents au niveau de leur structure de travail, mais également au niveau de leur résidence professionnelle. Maintenant, il va falloir que l'État puisse vraiment se prononcer par rapport à cette situation. RFM, la radio de toute l'actualité. La Cour suprême annule le décret portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome. Le recours était porté par Maître Abdoulaye Tine, président de parti politique à l'époque, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, et par Ndiaga Sylla, expert électoral. Ils estimaient que le décret de l'ancien président Macky Sall violait plusieurs dispositions du code électoral. Anna Rocha. Vive la démocratie, vive l'état de droit, écrit Ndiaga Sylla sur sa page Facebook en annonçant la décision de la Cour suprême. La juridiction a statué ce matin sur le recours contre le décret portant renouvellement intégral des membres de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, pris par le président Macky Sall. Certains candidats à la dernière présidentielle sénégalaise s'étaient désistés, mais Maître Abdoulaye Tine et l'expert électoral Ndiaga Sylla ont, eux, décidé de poursuivre la procédure. Ils estiment que le décret viole plusieurs dispositions du code électoral relatives à la Sénat, dont, entre autres, le principe de la permanence de la Sénat, du renouvellement partiel de ses membres et celui de leur non-appartenance politique antérieure avec la présence dans la nouvelle équipe d'un militant du parti au pouvoir. La saisine de la haute juridiction a fait suite à la décision du président de la République donc de limoger tous les membres de l'ancienne équipe de la Sénat quelques heures après que ces derniers ont mis en demeure la direction générale des élections qui refusait de remettre les fiches de parrainage aux mandataires de Ousmane Sonko en application de la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor. Je vous propose maintenant d'entendre la réaction de Maître Abdoulaye Tine. Il se dit très satisfait de la décision de la Cour suprême. C'est un signal que la Cour envoie et qu'il est nécessaire de protéger les principes de la démocratie. Maître Abdoulaye Tine demande aux autorités de faire appliquer l'arrêt le plus rapidement possible. Il est interrogé par Anna Rocha. Satisfaction, avec l'intime conviction que le droit a été dit et que cela s'analyse comme étant une victoire de la démocratie sénégalaise et un rappel ferme de la primauté de l'état de droit. En ce sens que cette décision, vous le savez, violait le principe de la permanence du renouvellement des membres du Conseil qui est posé au niveau des articles 4 et 7 du code électoral. En ce sens que, donc, pour assurer la
permanence et la continuité de l'institution, on ne pouvait pas d'un coup renouveler l'intégralité de leurs membres et il fallait par faction et également il y avait un membre dont le mandat n'avait pas atteint le terme qui a été écourté, ce que le président ne pouvait pas faire. Donc en rappelant avec force l'illégalité de cette décision, c'est un signal que la Cour envoie au-delà du Sénégal à toute l'Afrique que donc il faut en tout cas protéger les principes de la démocratie, que ce n'est pas quelque chose de négociable et que les institutions à l'image de la Sénat doivent être mises à l'abri des interférences politiques pour garantir effectivement la confiance des citoyens. Et c'est l'occasion pour nous de remercier vraiment tous les acteurs, y compris notre excellent confrère qui était au cœur du dossier Bokondou Ndour, les médias, la société civile qui ont été les piliers de ce combat. Et pour conclure, on demande aujourd'hui aux nouvelles autorités d'appliquer sans délai l'arrêt du Sénat pour qu'on puisse avoir une institution légale et indépendante. Allons maintenant au palais de justice Lat Dior, siège de la cour d'appel et de la commission d'instruction de la haute cour de justice, avec la suite de l'audition d'anciens ministres devant la dite commission. Devant les juges d'instruction ce jeudi, l'ex-ministre de l'Industrie Moustapha Diop en direct avec nous. Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Quelle est l'ambiance sur place et Moustapha Diop est-il arrivé? Exactement Souleymane, Moustapha Diop, l'ancien ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, est arrivé au tribunal de Dakar à 10h passées de 35 minutes. Il s'est offert un bain de foule avec ses sympathisants avant de rejoindre le parking et tout blanc vêtu. Il a sollicité les prières d'un de ses accompagnateurs avant de rassurer ses sympathisants en leur disant ces mots: le moral est bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et à 11h exactement, accompagné donc de son avocat maître Omar Youm, Moustapha Diop, le député maire de Louga, et s'est rendu donc devant la commission d'instruction de la haute cour de justice donc pour répondre donc à ces charges qui pèsent contre lui. Et ces charges, je m'en vais les énumérer, Souleymane. Il s'agit entre autres donc de détournement de deniers publics ou encore de faux et usage de faux en écriture privée. Et on le rappelle, lors de la pandémie de Covid-19, le ministère qui dirigeait, le ministère du Développement industriel, avait reçu une enveloppe financière de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de masques. Mais d'après le rapport de la Cour des comptes, ce rapport-là a révélé un écart entre le nombre de masques déclarés achetés et le nombre qui a été distribué aux structures. 6 250 000 masques ont été acquises. Pendant ce temps, 3 922 500 masques uniquement ont été distribués à ces structures sanitaires. Il y a donc un écart de 2 327 500 masques concernant donc le nombre qui a été déclaré par le ministère du Développement industriel. Et c'est ce nombre de masques-là, si on fait le calcul, selon l'unité, donc le masque qui était acheté à 400 francs, cela nous donne la somme de 931 millions de francs CFA, raison pour laquelle Moustapha Diop est poursuivi pour détournement de deniers publics et de faux et usage de faux en écriture privée. Et selon le rapport de la Cour des comptes toujours, les pièces justificatives qui ont été présentées n'étaient pas valables sur les mains. Merci Boubacar Dieng en direct du palais de justice où il est 12h13. Au lendemain de sa rencontre avec des membres de la société civile, l'APR réaffirme sa position. Elle ne participera pas au dialogue du 28 mai prochain. Abdou Mbow, le porte-parole adjoint, et ses camarades estiment que les conditions ne sont pas réunies. Il en veut pour preuve les arrestations tous azimuts de responsables de l'APR. Abdou Mbow, joint par Barthélémy Gam. On a échangé avec eux et on leur a fait comprendre que la position de l'Alliance pour la République a été publique. Que pour l'Alliance pour la République, en tout cas pour le moment, les conditions de participation à un dialogue ne sont pas réunies. Nous avons décidé de ne pas participer à ce dialogue. Parce que pour nous, on ne peut pas, au moment où nos responsables sont mis en prison de manière totalement arbitraire, les libertés sont aujourd'hui bafoués. Et nous considérons que nous avons des otages politiques du Premier ministre Ousmane Sonko, parce que je vous rappelle que c'est lui-même à Agnam qui avait dit que Farba Ngom ne participerait plus à une élection. Aujourd'hui, Farba
est en prison. Abdoulaye Ndiaye est en prison. Des jeunes chroniqueurs comme Abdou Nguer et autres sont en prison. Et que nous, en tout cas, les conditions d'un dialogue ne sont pas réunies. Je voudrais rappeler aux Sénégalais et aux Sénégalais que le président Macky Sall et son parti sont pour le dialogue parce que c'est lui-même qui a institutionnalisé la journée du 28, journée du dialogue. Il a eu à organiser beaucoup de dialogues dans ce pays. Il a fait voter un projet de loi d'amnistie pour apaiser les relations politiques dans ce pays. Il a travaillé de sorte que ce pays puisse rester une démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons des fascisants qui veulent aujourd'hui installer un régime d'une pensée unique, ce qui est inadmissible. Et nous allons faire face à ces gens-là pour que les Sénégalais et les Sénégalais sachent que ce pays doit rester une démocratie. Quant à Anta Babacar Ngom, elle va participer au dialogue national. Le parti Alternative pour la relève citoyenne dit avoir adopté cette décision à la suite d'un consensus en son sein. Pour rappel, la députée Anta Babacar Ngom a récemment quitté le FDR, le Front constitué de partis de l'opposition. Ian Dembatine, porte-parole du jour du parti ARC avec Famadion. ARC, sous le leadership de Mme Anta Babacar Ngom, a décidé de s'engager activement dans le dialogue national convoqué par le président de la République. Une décision adoptée par consensus qui s'inscrit dans notre volonté de représenter une opposition responsable et constructive, notamment après notre retrait du Front pour la défense de la République. Nous sommes convaincus que les défis multiples auxquels notre pays fait face aujourd'hui exige une mobilisation collective de toutes les forces vives de la nation. Ce dialogue nous apparaît comme une plateforme institutionnelle essentielle pour recentrer l'intérêt général au cœur des discussions politiques. Et par mobilisation collective, nous entendons une participation active et inclusive de toutes les parties prenantes. Nous croyons fermement que chaque voix, chaque opinion a sa place dans ce débat. C'est pourquoi l'ARC se positionne comme un acteur engagé, prêt à contribuer à la réflexion sur les enjeux cruciaux que traverse notre pays. Notre rôle se déclinera autour de 3 principes fondamentaux. Garantir des conditions de dialogue transparent, impartial, maintenir une stratégie qui assure une information régulière de l'opinion publique sur les avancées des discussions et adopter une démarche constructive en soumettant des propositions concrètes pour un Sénégal plus juste. Toujours à ce sujet, le mouvement national And Liggéey Sénégal ak Racine, Alsa Racine Si, annonce sa participation au dialogue national conformément à sa vision de participer activement à la consolidation de la démocratie sénégalaise, mais également à la qualité de notre vivre ensemble. Alsar dit être en phase avec les termes de référence du dialogue, notamment en ce qui concerne l'ambition de parvenir de manière consensuelle à des réformes institutionnelles majeures. Pour rappel, le mouvement Alsar était la grande révélation des dernières élections législatives, 16e sur 41 listes d'après ce parti. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Préparatif de la Tabaski, près de 26 000 moutons déjà convoyés à partir de Linguère vers d'autres localités comme Dakar, Thiès ou encore Saint-Louis. Un nombre inférieur comparé à l'année dernière à la même période. Toutefois, le chef du service départemental de l'élevage rassure et espère un bon approvisionnement du marché en moutons. Concernant la disponibilité de l'aliment de bétail, il affirme que la distribution va bientôt démarrer. Correspondance Bayasan Diao. 25 900 moutons convoyés à ce jour de Linguère vers d'autres localités à presque 2 semaines de la fête de Tabaski. Sonar Ngom est le chef du service départemental de l'élevage de Linguère. Nous avons commencé le suivi il y a de cela 2 semaines. Nous sommes presque à 25 000 têtes qui ont quitté le département pour d'autres localités à partir des marchés, points de vente établis dans le département de Linguère. Principalement le marché de Daré. Oui, il y a une abondance, mais comparé peut-être à cette période de l'année passée, nous sommes beaucoup plus au-dessous de ce qu'on avait l'année dernière. Il estime que le nombre de moutons convoyés pourrait évoluer de façon considérable d'ici une semaine et pourrait même dépasser les 126 000 moutons convoyés l'année dernière. J'ose espérer qu'on va atteindre ce gap parce que, comme vous le savez, cette année particulièrement la situation alimentaire est un peu préoccupante. Mais quand même, on sait aussi que c'est durant presque les 2 dernières semaines que nous avons eu beaucoup de fréquentation des marchés. On sait que beaucoup préfèrent attendre les 2 dernières semaines. L'inspecteur de l'élevage d'ajouter que l'aliment de bétail pour faciliter la prise en charge des moutons va bientôt être disponible. Nous avons reçu
police qui nous instruit de faire notre commande auprès des probandiers. Nous avons déjà procédé à l'ordre de virement. Nous attendons dans les jours à venir la livraison des 100 tonnes qui sont dédiées au département de Linguère. Parce que sur les 150 de la région, le département de Linguère bénéficie des 100 tonnes qui seront réparties probablement entre les points de vente de Linguère et de Dar. Il a lancé un appel aussi bien aux acheteurs qu'aux vendeurs à faire preuve de compréhension pour que chacun y trouve son compte. Baïsan Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Dans la deuxième partie de ce journal, nous irons à Ngoundian dans la région de Thiès où le marché est suffisamment approvisionné en moutons mais où les éleveurs cherchent désespérément clients. Lutte contre les inondations à Fatick, l'ONAS annonce des mesures sur les 5 sites les plus critiques de la ville. Un dispositif sera installé. Fatick, aux yeux du DG de l'ONAS, ne doit pas être compliqué à gérer. Aminata Goudiaby. Des quartiers de la commune de Fatick sont souvent secoués par les inondations. Poulgo, cité émetteur et Darou Rahman principalement. En prélude aux opérations pré-hivernales, les autorités locales ont tenu une réunion et d'importantes décisions ont été prises pour pallier les inondations. El Haj Medike Dramé, préfet du département de Fatick. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avions déjà eu à prendre les devants en organisant une réunion de comité départemental de développement sur la question pour faire un tour de situation et mesures à prendre pour remédier aux difficultés constatées. Toutes les mesures nécessaires sont en voie d'être prises en rapport avec l'ensemble des sectoriels. Un dispositif sera mis en place sur tous les sites critiques. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement était en visite dans la ville pour s'enquérir de l'état des infrastructures d'assainissement. Sénidien. Si on fait un peu le résumé, en tout cas, il y a eu quelques difficultés qu'on s'est engagé à prendre en charge en collaboration avec la mairie, les sapeurs-pompiers. Et ils nous ont dirigés vers, en tout cas, 5 points critiques où on a eu à prendre des décisions sur place. En 2022, Fatick a enregistré des dégâts importants causés par les inondations. Par la suite, l'État avait pris les mesures idoines pour renforcer le dispositif existant et réparer certains dysfonctionnements. C'est en 2022, justement, avec de fortes précipitations qui ont engendré l'envahissement de la station de pompage, qui était effectivement le cœur du dispositif. Et on noyait carrément les cabines techniques et autres, a rendu tout le dispositif inopérant. À l'issue de cela, maintenant que de fortes décisions ont été prises, allant dans le sens déjà de dénoyer la cabine. La cabine est maintenant sécurisée et hors d'eau. Il y a aussi l'élargissement de bassin, par exemple, de l'émetteur, le bassin de Poulgo aussi. Pour une lutte efficace contre le phénomène des inondations à Fatick, une commission de suivi des recommandations issues de la visite du DG de l'ONAS sera mise en place. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Mali, reprise du procès des affaires de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Il reprend ce jeudi devant la cour d'assises à Bamako des affaires de détournement de fonds publics qui remontent à 2014. Elle porte sur plus de 130 milliards de francs CFA. 9 anciens ministres, des militaires et des hommes d'affaires sont poursuivis dans ce dossier. Le procès suspendu en novembre 2024 s'ouvre donc aujourd'hui, mais dans des conditions particulières. L'ex-ministre de l'économie Bouaré Fili Sissoko est hospitalisé et la composition de la cour a été largement modifiée. Au Bénin, inculpation de 2 hauts responsables et du fondateur du parti Le Libéral. 2 responsables du ministère de l'Intérieur et Richard Boni Ouarou. Ils sont aussi poursuivis pour blanchiment de capitaux. Ils ont été inculpés dans la nuit du mercredi au jeudi par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Oumokal Somli. Ils ont été inculpés pour corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Les faits reprochés concernent les paiements effectués par un chef d'entreprise béninois établi au Canada, en échange de facilités pour l'obtention de récépissés de reconnaissance de son parti politique. Un 3e fonctionnaire du même ministère, le secrétaire général, est également poursuivi, mais sans placement sous mandat de dépôt. Le procureur spécial Mario Metonu a révélé l'affaire le 16 mai dernier dans une déclaration à 1 an de l'élection présidentielle à laquelle Patrice Talon, l'actuel chef d'État, n'a plus le droit de participer selon la Constitution. Leur inculpation pour corruption et leur placement sous mandat de dépôt leur ont été notifiés aux premières heures de ce jeudi 22 mai. Leurs conseils ont présenté des observations devant le procureur spécial et plaidé devant le juge des libertés et de la détention sans parvenir à empêcher
prolonger leur détention provisoire. Au début de l'affaire, le procureur Mario Metonou a signalé que les mises en cause avaient fait des aveux au cours des investigations. On l'a appris tout à l'heure en Côte d'Ivoire, la justice a débouté Valérie Yapo dans l'affaire l'opposant au PDCI RDA et son président Tidjane Thiam. Elle a rendu son verdict aujourd'hui. Toutes les plaintes déposées par Dame Valérie Yapo ont été jugées infondées, mettant ainsi fin à ce feuilleton judiciaire. Valérie Yapo, membre du parti, contestait la légitimité des dirigeants actuels du PDCI RDA et avait demandé une mise sous administration provisoire assortie de dommages et intérêts. Le tribunal a jugé ces demandes non pertinentes, en particulier après la démission de Tidjane Thiam de la présidence du parti et la tenue d'un congrès électif le 14 mai dernier qui l'a réélu. Au Tchad, Succès Masra placé en détention préventive après son inculpation pour des violences survenues à Mandakao, sa région natale. L'opposant tchadien fait l'objet d'une procédure qualifiée de complot par ses avocats, lesquels contestent la légalité de son arrestation et mettent en cause les services de renseignement. Selon eux, la plainte ayant déclenché l'action judiciaire n'a été enregistrée au parquet qu'après cette arrestation. Succès Masra a été inculpé vendredi dernier, a été arrêté plus tôt vendredi dernier à son domicile. Et puis en RDC, la justice demande la levée de l'immunité de Constat Moutamba. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi hier l'Assemblée nationale afin de solliciter l'autorisation des poursuites à l'encontre du ministre de la Justice pour détournement présumé de deniers publics. À l'origine, un projet de 39 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani. Une somme de 19 millions de dollars a été déjà débloquée et versée à une société sans aucun contrôle. Les États-Unis, pour terminer, 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël tués lors d'une fusillade près d'un musée juif à Washington. Un suspect a été arrêté par des membres de la sécurité. Danny Danon, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a qualifié la fusillade d'acte dépravé de terrorisme antisémite. Le président Trump a aussi réagi, parlant de meurtres horribles motivés par l'antisémitisme. Pour Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, cette attaque résulte d'une furieuse incitation à la violence contre Israël. Merci, Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation sécuritaire en Casamance, recrudescence des activités du MFDC ou actes isolés de banditisme. Prétexte, l'accrochage survenu hier dans le secteur de Djibouti et les incidents survenus il y a quelques semaines déjà entre l'armée et des groupes armés. Nous en débattrons avec nos 2 intervenants du jour. Ibrahima Gassama, journaliste, directeur de la radio Number One FM de Ziguinchor, et Aliou Cissé, journaliste indépendant qui s'intéresse depuis des années au dossier de la Casamance. RFM Sport. Avant cela, l'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Dopage, Ibrahima Niane suspendu 2 ans par les autorités du football français. Pour dopage, donc, l'international sénégalais qui évolue à Angers a été donc suspendu après audition pour avoir utilisé des produits avec ce nom, l'ecstasy et la MDNA, sans pouvoir justifier la raison de son utilisation. Il a été suspendu 2 ans par la commission de lutte contre le dopage. Nous avons tenté de joindre ce matin les responsables de son club formateur pour avoir plus d'informations sur cette question, mais nos tentatives sont restées vaines. Nous reviendrons sur cela dans les prochaines éditions. Tournoi de l'UFOA A, début des compétitions cet après-midi. Chez les dames, avec cette compétition qui se joue en Mauritanie pour la poule A, la Mauritanie qui reçoit la compétition joue contre le Mali, la Guinée-Bissau jouera contre l'équipe du Libéria. Dans la poule B, celle du Sénégal à 19h, le Sénégal va démarrer sa compétition face à la Guinée-Conakry. Dans l'autre rencontre, dans la poule B, l'équipe de la Sierra Leone jouera contre la Gambie. Ligue 1 locale et basketball pour finir. Avec la rencontre US Gorée Jaraaf hier au sommet pour la lutte pour la première place de cette Ligue 1 sénégalaise, rencontre qui a
tourné en faveur des insulaires qui ont réussi à battre le Jaraaf sur le score d'1-0. Un match plaisant devant un public venu nombreux, mais dans un esprit fair play. Ce qu'a apprécié le secrétaire administratif de la Ligue professionnelle, Amsatou Fall, que nous écoutons. C'est un match qui a été joué en début de partie sur les chapeaux de roue. Gorée était pesant. Après, il y a eu le Jaraaf qui est revenu. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a joué dans le fair play, dans la sportivité, et que l'une des équipes qui a marqué le but, ils ont conservé le but. Ils ont tout fait pour que véritablement ce but leur donne en tout cas la victoire. Malheureusement, les Jaraaf, dans les finitions, ils n'ont pas été présents. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, Gorée a pris les 3 points. Mais le plus important, c'est que, regardez bien les supporters aujourd'hui. Ça, c'est ça qui est le plus important. L'esprit fair play a dominé. Et c'est ça qu'on doit plus retenir. On avait, disons, l'habitude de voir beaucoup de violence dans nos stades, mais aujourd'hui, le match était extrêmement important. C'était un derby très, très important au niveau surtout, disons, de la hiérarchie, en tout cas de ce championnat. Le football qui se poursuit avec cette 24e journée aujourd'hui, Dakar Sacré-Cœur face à l'équipe de Génération Foot, rencontre entre académiciens. Ce sera au stade de Ngor à 17h. Au Parcelles Assainies, Stade Biranli, GFC joue contre Walidan. Au classement, Gorée est leader avec 44 points, Jaraaf deuxième 41 points, Wakam troisième avec 37 points. On termine avec le basketball, suite des 8e de finale retour des playoffs. Le Jaraaf chez les dames joue contre l'AS Ville de Dakar tout à l'heure. Après, ce sera au tour de Flying Star de défier la Jeanne d'Arc de Dakar. Chez les hommes, Guédiawaye Basket défie l'AS Ville de Dakar ce soir. Ensuite, Mermoz jouera contre l'équipe du Dakar Université Club. Merci Malal Junior Diagne. RFM, reportage. Comme je vous l'annonçais dans les titres, nous allons parler dans ce reportage du jour des préparatifs de la Tabaski et plus particulièrement du marché des moutons. Au Forail de Ngoundiane, il y a suffisamment de bêtes, mais peu de clients jusque-là. Les éleveurs qui craignent de retourner avec leurs moutons au vu du contexte économique interpellent les autorités sur l'insécurité dans la zone. D'ailleurs, la gendarmerie, le Conseil national de la maison des éleveurs et les éleveurs eux-mêmes ont mis en place un plan sécuritaire. Cher Anta Diop. Le Forail de Ngoundiane est dans une insécurité totale. Le vol de bétail est récurrent. Les éleveurs partagent leur peine. Heureusement, le Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal, des éléments de la gendarmerie de Ngoundiane sont descendus sur le terrain pour trouver des solutions. Ismaël Sow, le président du Conseil national des éleveurs du Sénégal. J'ai trouvé ici ce qui m'a rassuré parce que j'ai vu l'adjoint commandant brigade de Ngoundiane. Il est là auprès des éleveurs avec ses éléments. On a circulé dans tout l'intérieur du marché à bétail, mais j'ai trouvé quand même qu'ils sont là permanents auprès des éleveurs. Vraiment, ça m'a rassuré. Le reste aussi que j'ai demandé les populations sénégalaises de sortir, venir acheter leurs moutons. Parce que les éleveurs aussi, ils sont en train de craindre. Est-ce qu'il n'y aura pas d'invendus? À 14 jours de la Tabaski, il y a assez de moutons, mais les clients se font désirer. En plus, les prix restent toujours élevés. Mais dafa cher. dafa cher kay xar do yomb xar yomb de dëkk bi amul xaalis xaw ma xaalis be mu demee noonu kenn mënut a comprendre daal. La Tabaski de cette année risque d'être dure pour les pères de famille. Non seulement les prix sont extrêmement élevés, mais aussi l'argent se fait rare. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La revue de presse avec Georges Déthié Diop. La prison pour Raïssatou Sophie Gladima, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, désormais pensionnaire de la prison du camp pénal de Liberté 6. Presque tous les journaux se font l'écho de son placement sous mandat de dépôt par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Walf Quotidien, Sud Quotidien et l'Info semblent s'être passés quasiment le mot et indiquent que Sophie Gladima est envoyée en prison. L'ex-ministre Sophie Gladima en quarantaine au camp pénal renchérit le Témoin. Pour Vox Populi, elle est moins chanceuse que Ndeye Sali Diop et Ismaïla Madior Fall. Sophie Gladima est inculpée pour des faits présumés de détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité présumée dans le cadre du fonds Force Covid-19. Le journal Le Quotidien souligne qu'elle est envoyée en prison pour un marché d'1 milliard de francs CFA. Source A, de son côté, parle de 73 millions en cause. Le confrère rapporte qu'à l'origine de son placement sous mandat de dépôt,
73 200 000 francs CFA versés à la société commerciale du groupe ISA, alors que celle-ci n'a pas encore exécuté le marché. Source A qui informe que le fournisseur est disposé à rembourser les 73 200 000 francs CFA. L'info rapporte les propos de Sophie Gladima, selon lesquels elle affronte cette épreuve en ayant confiance en la justice de son pays, non sans souligner qu'elle s'est toujours suffi de ce qu'elle gagne. Quant à son avocat, maître Michel Basse, elle confie dans l'info que sa cliente est innocente. Elle vit cette épreuve avec beaucoup de dignité. Elle a confiance, ajoute-t-il, en la justice de son pays car elle n'est aucunement impliquée dans ce qu'on lui reproche. Alors que Sophie Gladima est en prison, Enquête nous apprend que Mansour Faye et Moustapha Diop sont attendus prochainement à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Enquête qui note que le pourvoi va au-delà des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de la gestion de la Covid. Quant au renvoi de l'audience portant sur les 12 requêtes de Farbangom et Tahirou Sarr, le journal Les Échos relève que le parquet général et l'agent judiciaire de l'État vont faire face à des ténors le 4 juin. L'audience qui devait être retenue hier a été renvoyée à la demande de l'avocat général et de l'agent judiciaire de l'État. La liste des grands noms du barreau sénégalais constituée pour Tahirou Sarr et Farbangom à lire dans le journal Les Échos. Le parquet financier de son côté a débusqué un braquage de 7,863 milliards de francs CFA, une révélation de Libération. Il s'agit d'un vol de 150 chèques du Trésor répartis en 3 carnets. L'enquête déclenchée par le parquet financier suite à l'arrestation de l'agent du Trésor, Mansour Khan, courant octobre 2024, dans l'affaire du chèque du Trésor de 400 millions de francs CFA, a révélé, selon le journal, un carnage financier de grande ampleur. 3 carnets de 50 chèques volés au Trésor. Il concerne 3 séries au nom du centre comptable des armées, de la cellule antiterrorisme et d'entretien des détenus de Dakar. Selon Libération, les chèques dérobés ont fini entre les mains d'une mafia composée de transitaires formellement cernés par la DIC qui s'en sont servis pour payer des droits de douane. L'affaire Azourafal et Kairé 221 poursuivis pour des faits de discours contraires aux bonnes mœurs. Vox Populi nous apprend que le parquet a requis 6 mois dont 3 fermes contre Azoura et Kairé 2000. En attendant le verdict attendu du 4 juin, le procureur de la République a écarté la thèse de la démence. Commentaire de sucré salé dans le quotidien Le Quotidien sur ce dossier. Le procureur, selon le confrère, a émis un doute sur la crédibilité du certificat médical qui établit l'état de démence de Azourafal. Il a, pour ce faire, requis une peine de 3 mois de prison ferme ainsi que l'équivalent en sursis. Une situation assez surprenante. Sucré Salé affirme que si le ministère public voulait être logique avec sa plaidoirie, il devrait requérir l'inculpation du surnommé Azoura pour faux et usage de faux ainsi que son complice, le médecin qui a signé le fameux certificat. Ce serait aussi une belle manière de lutter contre l'impunité, surtout pour le Dioub Dioubal Dioubantich. À la une du journal Le Soleil, il est question du dialogue national du 28 mai consacré au système politique. Le chef de l'État, selon le quotidien gouvernemental, le veut inclusif. En Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé un vibrant appel à tous les acteurs et à l'ensemble des forces vives de la nation pour une participation inclusive. Le jour du dialogue national, le 28 mai, Barthélémy Diaz va parler aux Sénégalais. Ce qui fait dire au journal Les Échos que Barth tisse peu à peu sa toile. Une visite chez Serigne Maoudossi, Serigne Madanital et cher Serigne Mamadou Lamine Laye hier. L'ancien maire de Dakar qui reste convaincu que c'est ensemble que nous bâtirons un Sénégal plus fort et plus juste. Des fouilles archéologiques, l'observateur en parle. Thiaroye 44, la vérité du sous-sol qui vient griffer le mensonge colonial. L'Obs affirme que dans le secret des fouilles menées à Thiaroye, des indices émergent puissants et fragiles à la fois. Sous les mains des archéologues, ces fragments oubliés défient le silence officiel. Des trouvailles qui pourraient faire vaciller le récit figé d'un massacre longtemps nié. Fouilles archéologiques, historiques, à lire à la page 3 de l'Observateur. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h39, bienvenue dans notre rubrique Point de vue pour débattre de la situation sécuritaire en Casamance. Assiste-t-on à une recrudescence des activités du MFDC ou s'agit-il d'actes isolés de banditisme? En tout état de cause, les accrochages et les incidents se sont multipliés ces derniers temps.
dans la région sud. Et pour en débattre, nous sommes en ligne et en direct avec notre confrère Ibrahima Gassama, journaliste, directeur de la radio Number One FM de Ziguinchor. Ibrahima Gassama, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec un autre confrère qui est journaliste indépendant, Aliou Cissé. Il s'intéresse depuis des années au dossier de la Casamance. Aliou Cissé, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors Ibrahima Gassama, la question est posée. Quelle est la situation réelle de la sécurité en Casamance actuellement? Il y a eu cet incident hier dans le secteur de Djibidione, avec tout ce que l'on en a dit, et l'armée qui, dans un post sur les réseaux sociaux ce matin, parle d'un incident mineur qui n'a pas fait de blessés et qui entre dans le cadre normal de la sécurisation de la région, notamment pour lutter contre les actes illicites, les trafics illicites, notamment la culture de chanvre indien. Que doit-on retenir des incidents qui se sont produits ces derniers temps dans la région? Oui, ces incidents ne nous surprennent pas parce que, vous l'avez dit, l'armée est dans son rôle, celui de sécuriser certains espaces qui ont été longtemps occupés par des acteurs qui ont peut-être profité du conflit en Casamance pour donc s'adonner à certaines activités illicites, vous l'avez dit, comme la coupe du bois qui est très récurrente dans cette zone frontalière à la Gambie, mais également la culture du chanvre indien, parce que l'armée a plusieurs fois détruit des champs de chanvre indien, mais c'est un éternel va-et-vient, parce que quand l'armée tourne le dos, les populations qui s'adonnent à cette activité reviennent encore. Donc ce n'est pas une surprise si des accrochages ont lieu, parce que dans la zone également, outre ces activités et ces acteurs, il y a encore des porteurs d'armes du MFDC, parce que vous le savez, l'armée a mené des opérations de sécurisation au sud comme au nord, dans le département de Bignona, mais certes a détruit des bases du MFDC sans pour autant faire de sorte que tous ces acteurs soient neutralisés. Donc ils se sont un peu dispersés. Donc ça ne surprend pas que de temps à autre des patrouilles se croisent, comme ça a été le cas hier dans cette partie de la région. N'est-ce pas? Aliou Cissé, est-ce qu'on peut faire le départ? Est-ce qu'on peut faire une distinction entre disons, le banditisme relatif notamment au trafic de chanvre indien ou à la coupe illicite de bois et l'activité militaire résiduelle du MFDC en Casamance? Est-ce qu'on peut, voilà, c'est l'un ou l'autre ou les deux à la fois d'après vous? Écoutez, il est difficile de faire une distinction nette entre les deux, parce que qui est MFDC et qui ne l'est pas, qui agit au nom du MFDC et qui agit pour son propre compte, c'est difficile de franchir le Rubicon et de donner une position tranchée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des ratissages, en tout cas des opérations de sécurisation, à chaque fois que l'armée s'emploie à détruire des champs de chanvre indien, il y a eu des accrochages. Ça, c'est quelque chose de constant. C'est quelque chose qui a été constaté depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que ceux qui s'adonnent à ces cultures sont forcément des éléments du MFDC? Est-ce que également des éléments du MFDC s'adonnent à cette culture? Donc c'est là la grande question. De toute façon, l'armée, comme l'a dit Magassama, est dans son rôle. C'est la sécurisation du territoire et la mise hors d'état de nuire de toute personne qui va à l'encontre des règlements, en tout cas qui, d'une façon ou d'une autre, atteint à la sécurité du pays, à la quiétude des populations, en tout cas, va à l'encontre donc de la loi. Ça c'est de façon très normale. Maintenant, de toute façon, c'est pas quelque chose ce sont pas des actes isolés. Ce ne sont pas des actes qui datent d'aujourd'hui, ce sont des actes qui sont endémique. Qui sont récurrents. Voilà. Ibrahima Gassama, l'armée également dans son rôle en se donnant tous les moyens pour retrouver le soldat disparu, justement à l'occasion de l'un de ces accrochages. On a évoqué des pourparlers, des négociations pour la libération de ce soldat qui serait en vie et bien traité.
Qu'est-ce qu'on en sait davantage et est-ce que c'est un élément de crispation qui peut expliquer justement cette montée de tension qu'on observe ces dernières semaines? Oui, Souleymane, il faut saluer la posture de l'armée parce que, vous l'avez dit, l'armée a les moyens, a tout l'arsenal qu'il faut pour donc mener des opérations pour tenter de retrouver cet homme qui a été porté disparu. Parce qu'on le sait, ce n'est pas une première fois que des soldats sont portés disparus. On en a connu en 2011 et récemment également avec la mission de la CEDEAO. Et l'armée, en son temps, avait mené de vastes opération de ratissage pour essayer de retrouver leur homme. Mais cette fois-ci, l'armée a donné beaucoup plus de chance à la diplomatie en évitant au maximum la violence, ce qui explique que vous n'avez pas peut-être entendu des opérations militaires de grande envergure, mais des recherches se poursuivent. Et selon en tout cas les dernières informations dont nous disposons, sans savoir exactement où est détenu cet officier de l'armée, on nous aurait dit qu'il est bien portant et que donc des négociations sont en cours, mais difficiles, lentes, pour essayer justement de le faire libérer. Et qui sont les ravisseurs, pour ainsi dire, qui détient cet élément de l'armée? Parce que ça aussi, ça répond à la question de la nature des actes d'insécurité qu'on observe. S'agit-il du MFDC ou sont des éléments armés, indépendants, non contrôlés, qui détiennent ce soldat? Oui, je rejoins Aliou Cissé justement dans sa réponse à votre précédente question. Difficile, mais tous les regards se tournent vers le MFDC parce que, comme le dit un proverbe diola, quand une hyène a l'habitude de crier dans un village et qu'une chèvre disparaît, donc forcément on ne peut penser à si une autre chèvre venait à disparaître qu'à cette hyène-là. On connaît que les porteurs d'armes du MFDC dans cette zone. Maintenant, la porosité de la frontière, le temps que le conflit a pris et l'insécurité ambiante un peu dans cette zone, même si l'armée un peu mène le contrôle de tout cela, il est difficile, mais tout laisse croire que ce sont des éléments du MFDC qui détiennent cet officier de l'armée, puisque des voix autorisées se sont élevées et des pourparlers sont en cours. Maintenant, qui le détient, c'est aussi la difficulté, parce que le MFDC, son aile militaire est fragmenté en plusieurs factions. Dans la zone, vous avez Salif Sadio qui reste introuvable, vous avez d'anciens frustrés du camp de Djakaï qui également sont quelque part, et d'autres alliés à César qui se trouveraient dans cette zone. Donc difficile de dire exactement quelle de ces factions a été à l'origine de ce kidnapping du soldat. Alors, Aliou Cissé, on ne peut ne pas parler du changement de régime intervenu au Sénégal l'année dernière avec justement cette rencontre entre le Premier ministre et des acteurs du conflit à Bissau. Quel impact donc de ces derniers développements, disons, politiques sur la question de la sécurité en Casamance et sur la recherche de la paix? Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus sur le chemin de la paix définitive? Pour le moment, l'impact ne se ressent pas. Je pense qu'on est dans le cadre de la continuation de l'État. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau tout dernièrement n'est que la continuation logique de ce qui s'est passé avant le changement de régime. Donc, il faut noter cela ainsi. Maintenant, l'impact que cela pourrait avoir, c'est dans le futur. Et c'est dans la façon dont les opérations vont être conduites, c'est dans la façon dont, en tout cas, ce plan qui est décliné pour la Casamance va être mis en œuvre de façon pratique sur le terrain, parce qu'il n'y a rien de nouveau si on y voit de très près. Ce qui est en train d'être fait, ça a été initié, je ne vais pas dire remonter très longtemps du temps de Abdou Diouf, mais en tout cas du temps de Wade, on avait vu déjà l'État aller vers la reconstruction des villages, engager même des volontaires, mettre en place des moyens, etc. Okay? Cette fois-ci, on est allé jusqu'à vouloir pas indemniser, mais en tout cas soutenir les populations de retour pour les aider un peu à avoir quelque chose à main.
Donc, tout dépendra de l'ampleur, en tout cas, de la pertinence des actions qui vont être menées sur le terrain, des cibles qui vont être, en tout cas, visées pour atténuer la situation. Parce que, en Casamance, c'est pas seulement une question d'argent, c'est pas seulement une question d'infrastructure, mais c'est assez profond. Il faut que des gens acceptent que les pourparlers doivent se faire entre les protagonistes. Il faut que les gens acceptent qu'il faut allier les deux. Allier en même temps l'action de développement économique et également l'action diplomatique. C'est la combinaison de ces deux-là qui vont aider. Mais jusqu'à présent, on n'y va pas trop. On ne sait pas exactement qui des contacts il y en a, jusqu'où vont ces contacts-là, qui sont les protagonistes, parce que, comme Gassama vient de le dire, le MFDC est tellement fragmenté, aussi bien dans son comportement politique que dans celui militaire. Donc, c'est assez difficile d'avoir déjà des cibles avec qui négocier. C'est assez difficile de savoir quelles sont les personnes les mieux avisées, les mieux à même de porter la voix des MFDC. Donc, toutes ces questions-là font qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut faire un travail de terrain, un travail assez fouillé, un travail vraiment assez méthodique, inclusif, pour pouvoir prendre en considération le maximum de sensibilité pour pouvoir véritablement aboutir à quelque chose d'assez solide. Parce merci. Malheureusement, voilà. Le temps qui nous est imparti est expiré maintenant, est fini. Aliou Cissé, merci à vous, journaliste indépendant qui s'intéresse depuis des années au dossier de la Casamance. Peut-être sur ce dernier point pour conclure avec vous, Ibrahima Gassama, mais vraiment en 30 secondes, quelle combinaison, quel mix entre les différents leviers politiques, économiques, sociaux et militaires? C'est la stratégie de l'État, Souleymane, parce que l'État négocie, même si c'est pas encore cette négociation qui porte les fruits qu'on escompte, mais ils y sont par la cellule que le chef de l'État a mis en place. Il y a également des actions de développement. Il y a le plan Diomaye pour la Casamance qui commence à être effectif sur le terrain, mais il y a ce vaste programme de déminage pour permettre justement de relancer les activités agricoles et pastorales. Donc l'État a compris cette stratégie et s'est inscrit dans cela. Maintenant, la difficulté, c'est si la tendance générale est caractérisée par une dynamique de paix, mais au sein du MFDC, chacun a ses propres revendications. Maintenant, il faut savoir mettre tout cela autour d'une table et allier cette stratégie pour arriver justement à une paix véritable en Casamance. La fameuse réunification des ailes politiques et militaires entre les factions. Que ce soit dans l'un ou l'autre camp. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans la version Wolof de ce mini débat. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef d'édition Awambaï, Anna Rocha à la réalisation, à la mise en onde Aliouba, Yacine Pouy au digital et à la production Abdou Thiam. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.